Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Grizzlies de Memphis avec Thomas Feller. On va également vous présenter nos 4 rookies préférés de ce début de saison. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue immédiatement. Salut Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, avant de parler de Memphis avec Thomas, alors toi tu seras pas là dans cette partie-là, on va parler toi et moi des rookies qui nous ont tapé dans l'œil depuis le lancement de la saison. Avant ça, j'aimerais quand même passer en revue vite fait quelques actualités, si tu le veux bien, notamment le crève-cœur qui est venu de Orlando, Paolo Banchero, qui s'est blessé une déchirure musculaire à l'abdomen, le muscle oblique droit, lors de la rencontre face aux Bulls. Il sera indisponible pour une durée indéterminée. La réévaluation de sa blessure aura lieu dans 4 à 6 semaines. Certains spécialistes expliquent déjà qu'il pourrait être absent entre 2 et 3 mois selon la gravité de sa blessure. Et puis ça va dépendre comment, c'est ce qui est indiqué également dans le communiqué, comment il va réagir au traitement qu'il va suivre jusque-là. Voilà, c'est vraiment un coup dur pour Orlando parce que il s'était lancé dans une campagne exemplaire depuis le début de la saison avec cette explosion à 50 points lundi face aux Pacers, match extraordinaire. En 5 matchs, Banchero, c'est lui qui menait l'équipe au point, en passe, en minutes jouées par match. Voilà. Pas une bonne nouvelle pour Orlando. C'était aussi devenu je crois que c'est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à faire 50 points, 10 rebonds, 5 passes depuis LeBron James, qui avait fait ça en 2005 face aux Toronto Raptors. Voilà. Coup dur, ça m'a fendu le cœur de découvrir ça, je t'avoue. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une sale nouvelle, vraiment. Tu l'as dit, il était sur un début de saison remarquable. Je crois qu'il a 3 matchs à plus de 30 points depuis le début de la saison. T'as mentionné cette perf contre Indiana. Je crois que c'est 50 points, 13 rebonds, 9 passes. Enfin, il était vraiment parti sur des bases impressionnantes. Et puis, au-delà de l'aspect purement statistique, il donnait vraiment l'impression d'être injouable sur ce début de saison. Ouais. Donc, pour nous, spectateurs et fans de NBA, c'est une sale nouvelle. Pour son équipe aussi et surtout, c'est un vrai problème. C'est leur menace offensive numéro 1. Tu l'as dit, c'est le plus gros contributeur dans quasiment toutes les colonnes statistiques. La durée de son absence que tu as évoquée en NBA, c'est long, ça fait beaucoup de matchs. Alors on va voir comment le groupe va réagir et s'adapter. Et surtout, quand tu vois le programme qui les attend, là ils sont dans un road trip. Les 4 prochains matchs de leur road trip, c'est Cleveland, Dallas, Thunder et Indiana. Bon courage les gars. Oh la vache. Donc ouais, j'espère qu'on va le retrouver le plus rapidement possible, qu'il va bien réagir au traitement, parce que Banchero, il fait partie de ces joueurs qui incarnent la NBA de demain. Et en fait, déjà celle d'aujourd'hui, quand on voit le niveau auquel il a attaqué cette saison. Ouais, complètement. Je pense qu'il était largement parti pour faire le All-Star Game les doigts dans le nez s'il continuait sur cette lancée-là. Là, potentiellement, il va revenir dans le courant du mois de janvier, voire début février. Et encore une fois, on ne sait pas du tout, en vérité, comment ça va se passer. Donc, on croise les doigts pour lui. Voilà. Quelques blessures reloues en début de saison. Il y a eu l'entorse au poignet aussi de Lonzo Ball. J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Ouais, oui. Bon, je pense que ça a moins de conséquences pour son Oui. équipe, mais effectivement, ça m'a un peu attristé. J'aimerais bien que Lonzo puisse jouer au basket, s'il vous plaît. Chicago, ça joue pas mal, hein. Ouais, je suis d'accord. Grosse surprise, je me suis bien vautré sur Chicago. J'arrête pas de leur mettre des uppercuts à chaque fois depuis quelques temps là. Attends, après, il y a eu que 5 matchs. Hein. On en a vu Non, ces bien dernières sûr, années, bien des sûr. équipes qui attaquent fort et qui Mais s'écroulent. il pourrait être à 0 victoire, 5 défaites. Peu importe, ça joue quoi. Ouais, oui, ça je suis Ça d'accord. joue bien. Ouais. Ça joue bien au basket, je trouve. Elle est très sympa cette équipe. Quand il y a des créateurs sur le terrain, tout d'un coup, Zach LaVine, il reprend des couleurs et on omet souvent ce truc-là. On va parler aussi de Victor Wembanyama qui, pour la 2e fois de sa carrière, a réalisé le fameux 5x5, une performance statistique rarissime qui implique de réaliser plus de 5 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 5 contres et 5 interceptions dans un même match. Ce qu'il a fait la nuit dernière face à Utah. 25 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 contres, 5 interceptions. C'est la 23e fois qu'un joueur en NBA, depuis qu'on traque ces lignes statistiques dans leur totalité, hein, ça date de 1973, c'est là qu'on a commencé à faire toutes ces statistiques-là.
Donc c'est la 23e fois que ça arrive. Wembanyama est l'un des 3 seuls joueurs à l'avoir fait plusieurs fois. Il y a lui qui l'a fait donc 2 fois, Andrei Kirilenko qui l'a fait 3 fois, et Hakeem Olajuwon qui l'a fait 6 fois. Ça va. Et un truc qui est assez fou quand même concernant Olajuwon, c'est qu'il l'a fait, sur ces 6 fois, il l'a fait 4 fois avec au moins 25 points. Et donc ça, Hakeem l'a fait à 4 reprises. Et donc, c'est ce que vient de faire Wembanyama la nuit dernière, donc pas mal. Bonne réaction aussi de la part de Wemby après s'être fait marcher dessus par le Thunder et son rival Chet Holmgren quelques nuits auparavant. Là, c'était mercredi, je crois, qui s'est fait quand même un des pires matchs de sa carrière. Ouais. Donc ça fait du bien de le voir réagir. Pas un début de saison hyper évident pour Victor et les Spurs. Non, non, même on peut le dire, un début de saison un peu compliqué, et notamment, je pense en termes d'adresse. Hein. Je crois que là, depuis le début de saison, Ah oui. il a une adresse vraiment très très compliquée. Attends, je regarde, ouais, c'est ça, il est à même pas 20% à 3 points. C'est compliqué. Bon, on va pas s'inquiéter, c'est trop tôt. Maintenant, c'est clair que le match face au Thunder, il nous a montré qu'il fallait pas non plus qu'il se repose sur ses lauriers. Wembanyama, c'est encore un joueur qui est très perfectible. C'est encore un très jeune joueur en pleine progression. Donc, on va pas non plus lui demander de dominer absolument tout le monde. D'autant plus que, si je ne m'abuse, la défense d'OKC, c'est pas vilain. Donc voilà, on va pas ni s'emballer ni être catastrophé. On connaît le potentiel de ce joueur, et c'est vrai qu'on espère plus des performances du niveau de la nuit dernière. Ouais, et puis il faut aussi se rendre compte, je pense, quelque part, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais l'arrivée de Chris Paul, d'Harrison Barnes, les changements que ça implique également dans la distribution des ballons, je pense qu'ils essayent de mettre des choses en place avec la présence de Chris Paul, qui, je pense, j'essaie pas d'excuser à tout prix Victor Wembanyama, mais je pense qu'il y a des changements dans le jeu qui ont de quoi le déstabiliser. Et je pense que les défenses NBA, de toute façon, s'adaptent aussi à lui. Et c'est ça qu'il va devoir démontrer dans le courant de sa carrière, Victor. C'est être capable de toujours avoir un temps d'avance sur les défenses, quoi. Oui, et puis c'est pas le seul qui doit s'adapter. En réalité, un joueur comme Chris Paul aussi, il doit s'adapter au fait d'avoir un joueur comme Wembanyama à ses côtés. On l'a vu démarrer la saison très doucement, assez peu agressif, notamment en termes de volume de tir pris. Là, depuis 2-3 matchs, ça, il en prend un peu plus. Bon, on va voir. Les deux doivent évidemment s'apprivoiser et apprendre à jouer l'un avec l'autre. Ouais, complètement. On a eu également les premiers points de la carrière de Bronny James. Un petit shoot sur le côté gauche lors d'une défaite cinglante des Lakers sur le parquet de Cleveland. Euh, voilà, LeBron James, il y a eu un petit zoom sur son visage, il était manifestement un peu ému de voir son fils marquer ce panier sous les acclamations du public. Hein. Tout le public de Cleveland a réclamé sa présence sur le terrain, ce qu'a fait JJ Redick. Ensuite, il a marqué ce panier, donc son premier panier officiel dans une saison NBA. Voilà, c'est une histoire qui s'est déroulée. Je sais pas ce que t'en penses, toi qui suis les Lakers. Oh, alors moi je trouve que c'est complètement anecdotique. Alors évidemment pour le symbole, c'est sympa que ce soit arrivé à Cleveland, comme l'a dit LeBron à l'issue du match, mais bon, j'avoue qu'en tant que fan des Lakers, ça m'a laissé totalement de marbre. Après, c'est peut-être aussi parce que j'étais un peu salé par le fait que les Lakers se sont un peu fait exploser dans ce match. Ouais. Mais globalement, voilà, on voit bien depuis le début de saison que c'est compliqué pour lui. Il va bientôt partir en G-League, on va voir comment il s'en sort là-bas et s'il peut progresser. Mais moi je trouve que tout ça est tellement peu naturel. En fait, on a un peu l'impression qu'il y a une liste d'objectifs à cocher, tu vois. Alors jouer avec le fiston, c'est fait, voir le fiston marquer, c'est fait. Maintenant, ça va être quoi la suite? Se faire marquer l'un l'autre. Non, Bon, non, ça va être l'arrivée de Bryce James dans la draft 2026 désormais. ouais, non mais voilà, tu On a vois. parlé. En fait, je sais que je sais que ça fait un peu salé ce que je dis, un peu aigri, mais c'est vrai que ça m'énerve de voir l'ampleur médiatique que tout ça prend, alors que, en fait, je trouve ça triste que sur ce début de saison. On dirait une sitcom un peu, quoi. Oui, et puis en fait, je trouve ça triste qu'on parle plus de Bronny que d'Anthony Davis, qui tourne à 30 points, 12 Ouais. rebonds, et qui nous fait un début de saison calibre candidat MVP, que JJ Austin Redick. Reeves. Ouais, Austin Reeves, JJ Oh la Redick. Enfin, vache. il y a plein de choses Ouais. intéressantes, et bien plus intéressantes sur le plan basket, dont on pourrait parler côté Lakers sur ce début de saison. Mais voilà, c'est le principe du cirque LA et du cirque LeBron James, donc on va pas non plus faire les surpris, quoi. Ouais. On parlera de ça, toi et moi, quand il y aura un peu plus de matchs sous la semelle. Bien On sûr. parlera des Lakers et tu auras l'opportunité justement
de parler de toutes ces choses qui font pas forcément parler dans les grands médias, tout du moins, les médias américains qui sont concentrés sur cette histoire qui médiatiquement doit avoir du sens pour eux. Je sais pas. Ça doit être certainement quelque Oui, chose ça doit être porteur, vendeur, oui, non, c'est sûr. je sais même pas en vérité. Je sais même pas si c'est le cas. Je Bah, suppose que j'espère, oui, parce puisque vu comment ils tapent dans le sujet, ouais, voilà, c'est ça. je vais dire bon, si c'était pas le cas, ce serait vraiment incompréhensible. Place à Thomas Feller qui va venir me parler de Memphis. On a enregistré avant la victoire des Grizzlies face à Milwaukee la nuit dernière. Je tiens à le rappeler. Donc on n'a pas évoqué le triple-double de Ja Morant. Voilà, t'as Milwaukee, il faudra qu'on en parle aussi un jour. Oh oui. Tellement de choses qui sont en train de se profiler comme sujet. Là, ça y est, tu sais, la saison, elle est bien lancée. Là, c'est cool. Là, on a plein de trucs à dire. Enfin, moi, je commence à avoir plein de trucs à dire. Charles, on se retrouve juste après pour parler des rookies. À tout à Ouais. l'heure. Comme promis, je l'avais annoncé depuis longtemps maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Tom Feller pour parler des Grizzlies de Memphis qui ont débuté cette saison avec 2 victoires et 2 défaites. Bonjour Tom, merci d'être parmi nous. Salut Josh, comment vas-tu? Écoute, content de revenir sur le NBA Corner et puis content de pouvoir discuter des Grizzlies avec toi ce soir. Mais oui, j'avais extrêmement hâte de parler de ça. Et j'ai cru entendre que tu participais à un podcast spécial Grizzlies. Est-ce que C'est tu peux ça. me dire quelque chose à propos de ça, tiens? C'est ça, c'est le podcast Cellule Grise. C'est le podcast Cellule Très Grise bon, j'adore le titre. qu'on a relancé cette saison, qui était un peu en sommeil la saison dernière et un peu la saison d'avant. Donc l'idée, ça va être de parler des Grizzlies durant la saison. Alors il n'y a pas encore de temporalité, peut-être une fois par mois, peut-être une fois tous les 10 matchs, on verra. Mais l'idée, c'est voilà de proposer du contenu de fans sur les Grizzlies, et puisque voilà le Cellule Grise, ça va être le premier podcast entre guillemets francophone sur les Grizzlies de Memphis. Nickel. Eh ben écoute, j'invite les auditeurs à aller vous écouter. Donc Cellule Grise, c'est ça? Oui. Et vous avez fait combien de numéros pour l'instant? Cette saison, on en a fait 2. Cette saison, on en a fait 2. Donc il y avait un premier justement de reprise où on a parlé globalement de l'intersaison, et un second, on a fait vraiment une preview de la saison avec par exemple des choses sur les forces de l'équipe, les faiblesses identifiées, le coaching staff, les personnes qui auront de la pression, qui va le plus progresser, quel rang en attaque, quel rang en défense, et potentiellement les trophées. Ouais, vraiment quelque chose de très complet qui dure à peu près une petite heure. Ok, eh ben écoute, à écouter avec attention. Je suis ravi que tu viennes me voir pour parler justement de Memphis, parce que j'avais hâte de t'en parler. Memphis, c'est un peu particulier, effectivement, puisque la saison dernière, il y a eu la suspension de Ja Morant, il y a eu des blessures dans tous les sens. Il y avait quand même des choses à retenir, hein. Il y a eu des joueurs qui se sont révélés. Je pense notamment à J.J. Jackson, Vince Williams Jr. On va en parler parce qu'ils sont actuellement blessés, les pauvres, ils sont en infirmerie, et ils vont revenir à différents moments de la saison. Je vais faire une pesée de présentation, ensuite je vais te poser mes questions si tu le veux bien. Memphis débute la saison sur un rythme de jeu qui est plutôt soutenu. Ils font partie des premières équipes en termes de pace, en termes de rythme de jeu. Ils arrivent à plutôt bien limiter les pertes de balles, alors que pendant la pré-saison, c'était vraiment une des inquiétudes quand tu regardais ces matchs-là. Là, l'équipe a une tendance un peu fâcheuse à bien débuter les rencontres et de se faire totalement exploser au 3e quart-temps. C'était déjà une tendance d'ailleurs qui était présente la saison dernière. J'ai l'impression qu'il y a quand même un jeu collectif qui est plutôt bien en point. On retrouve un peu la patte de Taylor Jenkins. J.F. a été une vraie révélation en sortie de banc. Et il était à Denver l'an passé et là tout d'un coup il a explosé aux yeux du monde entier. Sous le maillot des Grizzlies, je t'avouerais que j'étais un peu jaloux, un peu dégoûté, parce que je me suis dit merde, pendant ce temps-là, nous, on se tape Zik Nadji, et là, t'as JF, ça devient une espèce de Hartenstein avec un shoot à 3 points. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et Scottie Pippen Jr. aussi, qui montre de très très belles choses, balle en main, depuis le début de la saison. D'ailleurs, tous les deux ont signé un contrat de 4 ans en conséquence de leur bonne performance. Il y a le rookie Zakidi qui a beaucoup retenu aussi l'attention, qui apporte de la taille dans le secteur intérieur, où il y avait un vrai point d'interrogation après le départ de Steven Adams, qui joue à Houston désormais, notamment au rebond. Et le rebond, c'est un vrai c'est un problème. Ouais, c'est une vraie question. Ça peut devenir un problème très clairement. Sadi Aldama, Brandon Clark, eux,
sont des valeurs sûres autour des stars, ça on le savait et ça se confirme. Je suis très content du retour de Brandon Clark, qui lui était blessé la saison passée. Marcus Smart fait un début de saison que je trouve plutôt décevant. Tu me diras si tu es d'accord avec ça ou pas. Peut-être que ouais. Je me suis dit peut-être qu'il y a des subtilités sur le jeu que j'ai pas perçues, mais pour l'instant son départ il est vraiment waouh, très en demi-teinte, voire voilà, complètement décevant. Ja Morant, on sait qu'il faut du temps pour qu'il se remette en mouvement. Il est horrible derrière la ligne des 3 points, mais sa production statistique est plutôt encourageante. Comme j'ai dit tout à l'heure, J.J. Jackson, fracture au pied, et Vince Williams Jr. au tibia sont à l'infirmerie. Le premier doit revenir courant janvier pour l'instant, c'est à peu près ça qui se dit. Le second, potentiellement à la mi-novembre. Il y a Luke Kennard qui est également blessé au pied. Lui, son retour a été annoncé très très prochainement par Taylor Jenkins récemment. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Toi, je voulais avoir, pour commencer, s'il te plaît, Tom, ta première analyse de ce lancement de saison où on est quand même excessivement tôt dans le truc, mais déjà avoir ta première impression par rapport aux attentes que tu avais à la pré-saison et ce que tu vois maintenant. Alors globalement, je vais dire on a vu pas mal de choses déjà, donc pas mal il y a eu des choses positives, hein. Faut pas se leurrer, il y a eu des choses positives. L'équipe a quand même bien intégré les nouveaux concepts, enfin les concepts du nouveau coach Thomas Lizalo qui était à Paris la saison dernière, notamment offensivement, hein, qui a boosté un peu le jeu sur demi-terrain. Ouais, on est d'accord que les Grizzlies, excuse-moi 2 secondes, mais oui. On est d'accord que les Grizzlies, il y a Taylor Jenkins qui est là, mais ils ont changé l'intégralité du coaching staff. Oui, tout le coaching staff a changé à part un assistant. Voilà, exactement. Pardon, vas-y, continue. C'était juste pour rappeler ça. Oui, donc il y a de bonnes choses comme de mauvaises choses. Et par exemple, si on reprend, tu vois, il y a eu 5 matchs de jouer. Parmi les choses positives, comme tu l'as mentionné, on a eu un retour un peu du Ja Morant, un peu joueur héliocentré, qui est un peu moins dans le scoring, un peu plus dans le playmaking depuis le début de saison. Limite, il cherche. En fait, c'est pas encore il y a des flashs du Ja Morant qu'on a connu il y a 2 saisons, mais c'est pas encore exactement le même joueur, notamment sur sa capacité à prendre des jump shots. Donc, il prend un peu plus de jump shot sur ce début de saison. Il attaque un peu moins le cercle globalement. Donc, il reste létal sur tout ce qui est flotteur. Par contre, il a énormément de mal à mettre des tirs. Donc, que ce soit à 3 points, comme tu l'as dit, ou des jump shots, tout ce qui va être dans la zone potentiellement à mi-distance. On a aussi bon Desmond Bane, hein, peut-être t'as pas eu le temps forcément de mentionner. Non, par exemple, Jason Junior, mais ça, j'ai une question bien spécifique par rapport à ça, justement. Donc on a un bon Desmond Bane. Donc les cadres de l'effectif répondent plutôt présents. Après, ce qui est gênant, c'est que voilà, il y a pas mal de blessures. On sait que l'équipe a commencé globalement la saison avec 4 joueurs de rotation en moins et il y a quand même ils jouent avec quand même une rotation à 10 joueurs. Historiquement, Taylor Jenkins, c'est quelque chose qu'il aime faire. C'est quelqu'un qui, historiquement, sous Taylor Jenkins, l'équipe de Memphis, la franchise de Memphis ne commence pas très vite. Un faible rythme de croisière. Je crois sur 7 matchs, le meilleur bilan sous Taylor Jenkins, c'est 4-3. Donc vraiment petit rythme de croisière et ça chauffe à partir de décembre. Donc sinon, simplement pour faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit là. Alors en attaque, c'est plutôt encourageant par rapport à ce qu'on attendait. Par contre en défense, c'est plutôt décevant par rapport à ce qui était attendu. Ouais, et puis t'as raison, j'avais oublié la défaite face aux Nets la nuit dernière. Effectivement, c'est un bilan à 2 victoires, 3 défaites désormais pour ce début de saison des Grizzlies. Est-ce que alors une question que je brûle de te poser avant de parler du trio que forment Morant, Bane et Jaren Jackson Jr. Je voulais savoir un petit peu toi, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ce que tu as pu lire, ce que tu as pu les renseignements que tu as pu engranger sur le sujet. Est-ce que aujourd'hui, Thomas, tu as une vision différente de Ja Morant? Est-ce que tu as encore confiance en lui pour corriger le tir, ou est-ce que tu es vraiment
plus exigeant dans le style. J'attends vraiment qu'il fasse enfin qu'il fasse ses preuves et qu'il nous montre qu'il a changé d'attitude et qu'il est sur une meilleure dynamique personnelle. Bah, franchement, sur le terrain, Ja Morant, il a toujours été plutôt Ja Morant, hein, en vrai. C'est Tout à fait, plutôt ouais. sur le côté extra sportif. Donc là, il y a moins de frasques. C'est quelqu'un qui reste quand même encore un peu en ligne. Mais en tout cas, s'il y a des choses, c'est plutôt bien caché. C'est quelqu'un qui avait parlé aussi de problèmes peut-être de dépression ou de manque de Mhm. confiance dans son entourage après sa troisième saison dans la ligue. Donc c'est quelqu'un qui voilà qui a fait des erreurs de parcours, qui a aussi entre guillemets toute la ville de Memphis, puisque c'est même pas que la franchise, hein, c'est vraiment toute la ville de Memphis qui est derrière lui et même un peu une partie de la NBA, hein, puisque on va dire que Ja Morant c'est l'un des joueurs préférés que les autres joueurs aiment voir jouer. Donc je pense que voilà, la ligue se porte mieux quand Ja Morant est en bonne santé et quand Ja Morant joue. Donc je pense que voilà, il est attendu au tournant. Et puis me concernant, moi j'attends un peu plus de progrès. J'attends de revoir un peu le Ja Morant qu'on a vu lors de sa deuxième saison de mémoire. Oui, lors de sa deuxième saison, j'attends de revoir ce Ja Morant là, quelqu'un de d'explosif, quelqu'un de très vif, quelqu'un qui arrive aussi à continuer à surprendre. Encore une fois, il y a beaucoup de progression dans son playmaking, mais j'attends plus d'efficacité au Mhm. scoring et comment ça s'appelle, une meilleure répartition de sa charge offensive. Ouais. Pour revenir sur ce que tu disais, je pense effectivement que Ja Morant, avant sa suspension et donc les comportements extérieurs au terrain qui lui ont valu cette suspension exemplaire, on va dire, et assez inédite en vérité, euh, c'était la tête de gondole absolue de la NBA, Ja Morant. Oui, oui. C'était parti pour être une des superstars de cette ligue qui était mise en avant à toutes les sauces, dans tous les clips, dans tous les trucs promotionnels de la NBA. Ja Morant était là parce que c'est un joueur absolument électrique qui captive les foules, et à juste titre, je veux dire, il est excessivement impressionnant. Et cette équipe de Memphis a été pendant très longtemps cette équipe, voilà, la construction un peu modèle, cette jeunesse, ce trio, Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., où tu te dis c'est un espèce de trio construit à la perfection, parce que la complémentarité entre ces trois joueurs semble absolue. Et justement, j'en viens à ma troisième question, enfin à ma deuxième question concernant cette équipe de Memphis. Est-ce que tu as l'impression que cette équipe de Memphis a un peu perdu de sa superbe par rapport au projet d'il y a encore 1 an et demi, 2 ans, où tout le monde était là, enfin c'était un peu le chouchou de la ligue. Et là, j'ai l'impression qu'on est plus rentré dans une espèce de réalité un peu plus froide du côté des Grizzlies. Et je me demande, toi, en tant que fan, comment tu vis ce changement de perception de ton équipe, de l'équipe que tu suis. Peut-être pas du tout, enfin c'est pas du tout important à tes yeux. Et est-ce que la confiance est toujours là dans ce projet Morant, Bane, Jaren Jackson Jr. euh, Est-ce que c'est similaire? Est-ce qu'il y a des différences Mhm. dans les attentes et dans les espoirs suscités ou pas? Mm. Alors oui, c'est clairement il y a eu un changement qui a été opéré puisque entre-temps, entre le moment où Memphis était en haut de la conférence Ouest, il y a entre guillemets une saison et demie qui s'est écoulée puisque la saison où justement Ja Morant est suspendu une première fois, l'équipe finit quand même deuxième de la conférence Ouest, mais c'était une conférence Ouest qui était bien moins forte, hein, Oui, derrière mais les quand même. Denver Nuggets, mais finit deuxième deux fois. Ouais. Et c'est vrai que le projet, notamment en termes de perspective, c'est-à-dire que à ce moment-là, en termes de perspective, il y avait des choses où on pouvait se dire, ok, ben cette équipe-là, il y a moyen qu'elle fasse une finale de conférence sans forcément toucher à grand-chose, en rajoutant potentiellement un joueur.
Ben là, maintenant, tu peux avoir à peu près le même discours, mais plutôt que viser finale de conférence, c'est te qualifier pour les playoffs directement. Et c'est une franchise qui a rajouté qui s'est séparée de certitudes, qu'on voit les joueurs qui sont partis. Hein. C'était des joueurs qui, certes, avaient des déficiences et c'était plus des joueurs de plancher, mais qui étaient importants pour ce qu'était l'équipe, puisque quand on reprend les joueurs qui sont partis, Dillon Brooks, notamment au niveau du plancher défensif. Ouais. On avait du Tyus Jones qui était l'un des meilleurs meneurs backup de la ligue quand il était à Memphis. Le duo Kyle Anderson et d'Anthony Melton, le duo Kyle Anderson et d'Anthony Melton qui sortait du banc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces joueurs-là ont été remplacés par des paris, et des paris qui n'ont pas forcément payé. Et en fait, sur le projet, sur les certitudes qu'il y a sur le projet, c'est vraiment ce trio Morant, Bain et Jaren Jackson. Sauf que voilà, ils jouent pas beaucoup ensemble en raison des blessures. Sauf que quand ces trois-là, ils sont ensemble, ils sont sur le terrain, l'équipe est bonne. C'est juste que voilà, ils sont pas assez, tu vois. Quand on regarde cette saison, encore une fois, hein, on va peut-être parler après de ce qui se passe au niveau de Taylor Jenkins et de ses rotations, mais cette saison, ils ont joué 8% des possessions ensemble, joué par Memphis, et 7% des minutes. C'est pas assez. Surtout quand, à côté, il y a beaucoup de joueurs incertains. Encore une fois, comme on l'a dit, l'infirmerie est pleine, et elle ne semble pas se désemplir, puisque Desmond Bain est blessé, Marcus Smart s'est blessé également. Donc la problématique à Memphis, c'est que parfois on se dit ok, la saison, c'est pas parce qu'on commence la saison avec des blessés que les autres, ils ont une immunité, ils vont pas se blesser aussi à leur tour. Donc c'est ça aussi la problématique qu'il y a. Mais globalement, voilà, le projet a beaucoup perdu de sa superbe, tout simplement parce que les certitudes ne sont plus assez fortes, et il y a beaucoup d'incertitudes qui se sont rajoutées, notamment l'investissement sur Zach Edey qui est en grande difficulté depuis le début de la saison. Ouais, complètement, ouais. Juste un parallèle que je me suis fait d'ailleurs déjà la saison dernière et puis en ce début de saison où les Grizzlies arrivent, alors, pas en bonne santé, mais avec leur trio à peu près là, en tout cas dans les starting blocks pour commencer la saison. Mais Jaren Jackson Jr. a pas commencé la saison comme il fallait. Ja Morant a manqué un match déjà. Bref. Mais je me disais il y a 2 ans, tu me disais le Thunder sera l'indiscutable leader de la conférence Ouest et Memphis sera en train de se dire est-ce qu'on va réussir à accrocher les playoffs. Et je t'aurais dit que c'est impossible. Ou du moins ça m'aurait semblé peu probable. Oui. Parce que pour moi le Thunder semblait être encore assez éloigné de son objectif. C'est-à-dire qu'on se disait tous, attendez, faut être patient et tout ça, ça commence à peine. Moi-même, j'étais en train de me dire, ouais, est-ce que Shai Gilgeous-Alexander va pas perdre patience, est-ce qu'il y en a pas en avoir marre d'attendre et ainsi de suite. Et puis ils ont réussi à choper des tellement bons gars, notamment Jalen Williams et Chet Holmgren, voilà, qui sont aujourd'hui déterminants dans les bons résultats de ce club, de cette franchise, pardon. Mais aujourd'hui, Memphis, comme tu viens très justement de le dire, a beaucoup moins de certitude et beaucoup plus d'interrogations qui se posent en permanence sur l'effectif, sur la pertinence de ces joueurs qui entourent le trio que j'ai cité tout à l'heure, Morant, Bain, Jackson, quoi. Oui. Après, il faut savoir que au début, quand l'équipe était très bonne, ou du moins quand l'équipe était très bonne, il faut savoir que quand on comprenait la répartition salariale, Ja Morant était encore sous contrat rookie, Desmond Bain était encore sous contrat rookie, donc l'argent qui avait été et Jaren Jackson était encore sur un contrat assez team friendly, on va dire. Donc l'argent le surplus de valeur qui était généré par ces joueurs-là qui avaient une production supérieure à leur contrat a pu être réparti sur énormément de role players, ce qui faisait que l'équipe était très profonde. Sauf que maintenant, la profondeur de l'équipe s'est amenuisée à mesure que ces joueurs-là ont été payés. Tu vois, même Brandon Clark aussi, qui était dans son contrat rookie, qui est désormais sur un contrat vétéran. Voilà, c'est tout l'argent qui était mobilisé, tout l'argent qui n'était pas mobilisé par ces joueurs-là, mais était mobilisé par des bons joueurs de rotation qui maintenant ne sont plus là parce qu'il a fallu payer ce quatuor. Et malheureusement, les joueurs qui ont été choisis ou les paris qui ont été tentés
n'ont pas répondu assez, et donc les certitudes n'ont pas été remplacées. Donc on est sur du potentiel et avec énormément de joueurs qui sont non prouvés et beaucoup de mini success story, hein, comme tu as parlé, t'as parlé de Jay Huff, tu as parlé de Pippen Jr., tu as parlé de J.J. Jackson, tu as parlé aussi de Vince Williams Jr., mais tout ça ce sont des joueurs qui étaient sur des two-way contracts. En fait, donc ce sont des joueurs qui ne sont pas encore prouvés, ils ont montré de bonnes choses, mais ce sont encore des incertitudes. Alors justement, tu parlais des rotations. Qu'est-ce qui te marque aujourd'hui dans les rotations appliquées par Taylor Jenkins et le coaching staff, qui est effectivement assez, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as combien de joueurs? Tu as la quasi-totalité de l'effectif qui tourne entre 15 et 28 minutes par match, quoi. Je pense que j'ai jamais vu ça en fait. Ben c'est surtout la façon dont les minutes sont distribuées, c'est assez étonnant quand on sait que il y a peu de certitude dans cette équipe, et quand tu vois par exemple les minutes et comment elles sont distribuées, le joueur qui joue le plus de minutes en moyenne, c'est Santi Aldama, il joue 28 minutes de moyenne. Ouais. Memphis, c'est la seule équipe avec Cleveland, mais Cleveland c'est pour d'autres raisons. Quoique Cleveland, il y a juste Donovan Mitchell qui est légèrement au-dessus des 30 minutes de moyenne. En dehors de ça, Memphis, c'est la seule équipe où il y a 0 joueur au-dessus des 30 minutes. Et comment t'expliques ça alors? Alors ça, il y a plusieurs choses. Il y a qui joue et pourquoi ceux qui ne jouent pas ne jouent pas. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments. Alors, par exemple, pour les minutes de Ja Morant, je pense que Ja Morant, il doit être limité, puisque tu vois, il a déjà manqué un match pour une blessure. Donc, il doit y avoir des choses de ce côté-là. Jared Jackson Jr., lui aussi, il a raté la pré-saison suite à une blessure au niveau de la jambe. Donc voilà, on va essayer globalement, hein, le front office va essayer de ne pas lui donner énormément de minutes. Ensuite, il y a autre chose, c'est que Taylor Jenkins, c'est quelqu'un qui aime jouer à 10. Peu importe la façon, peu importe qui il y a dans le roster, comment l'effectif est constitué, est-ce qu'il y a des absents ou pas. C'est quelqu'un qui aime jouer à 10 et qui aime faire beaucoup de tentatives de rotation en début de saison. Et donc c'est quelque chose qu'il continue à faire, sauf que ça marche pas forcément pour lui, puisque les joueurs qu'il a à disposition n'ont pas totalement le niveau NBA. Ensuite, parmi les joueurs qui sont un peu surprises qui jouent, hein, parce que quand on regarde les 4 premiers temps de jeu, ça va être Desmond Bane, ça va être Santi Aldama, ça va être Jake LaRavia et Scottie Pippen Jr. Ouais. C'est pas normal. On est d'accord que on est d'accord que c'est extrêmement surprenant, ouais. Voilà, c'est extrêmement surprenant. Ben, c'est aussi parce que certains joueurs ne répondent pas présents. Tu vois, on a parlé de Marcus Smart qui est en difficulté offensivement, mais qui aussi a manqué la pré-saison parce qu'il avait des problèmes de blessure. Donc là aussi, il y a la notion de ramp up, de mise en place. Et puis voilà, autre chose aussi qui vient rentrer là-dedans, c'est par exemple, encore une fois, hein, tu vois, Zakidi défensivement, qui par rapport à la notion de deep drop, lui, il ne joue pas tout simplement parce que il n'est pas encore bon. Et en fait, offensivement, il fait quelques éléments, donc il est là pour finir les actions. Mais aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, il a été pris parce qu'il il pouvait avoir une faculté potentiellement à défendre et à être grand près de la raquette, à être grand près de la raquette. Et offensivement, il avait un certain toucher pour pouvoir se créer des opportunités près du panier sans être forcément en dessous. Sauf que c'est quelqu'un qui, cette saison, n'a rien marqué comme panier. Le seul panier qu'il a marqué en dehors de la restricted area, c'est un shoot à 3 points. Ouais, je me souviens. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est en difficulté offensivement, même si ses chiffres offensifs ne sont pas mauvais, hein, mais c'est quelqu'un qui est en difficulté offensivement et qui propose énormément de compromis défensifs. On voit que les équipes, comme ils jouent un deep drop, c'est-à-dire qu'il sur le pick and roll, il va rester vraiment très très près de l'arceau. Ouais. Donc les équipes utilisent le joueur qu'il est censé marquer pour aller poser des écrans non porteurs sur d'autres joueurs et pour attaquer la raquette lancée. Donc on a vu face au Jazz, il y avait eu pas mal d'alley-oop. Par exemple, Chicago
a un peu utilisé ça aussi pour justement mettre énormément de 3 points. Et donc, défensivement, c'est quelqu'un qui propose des compromis. Donc, Memphis va faire jouer énormément de minutes à JF qui est le 6e temps de jeu de l'effectif et qui est aussi un two-way contract. Donc, un pivot 3&D. Ouais. Et qui est chaud comme la braise. Voilà, qui tire et qui défend ça. Sauf que, voilà, c'est aussi un two-way contract et c'est quelqu'un qui n'avait pas de contrat NBA tout simplement parce que sur le périmètre, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Donc, il a un skill set où il peut tirer à 3 points et il peut défendre le cercle. Par contre, par exemple, on l'a revu contre Chicago, on l'a vu aussi face aux Nets. C'est quelqu'un qui se faisait cibler sur le jeu de drive and kick. Donc une fois qu'il a que les Zach LaVine, tout ça, il le voyait, il est sur le périmètre, je l'attaque, on fait ressortir le ballon, 3 points ouverts. C'est impitoyable la NBA. Hein. Ouais. C'est impitoyable. Dès que le moindre espace qu'un joueur est capable d'offrir à un attaquant va être exploité. Jusqu'à ce que mort s'en suive, j'ai envie de dire. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait un ajustement ou que tu proposes que tu trouves la réponse à la problématique la problématique posée. Et puis c'est vrai que le seul truc sur lequel je trouve qu'on peut décharger Taylor Jenkins de tous ces line-up bizarres, c'est de il doit certainement avoir des limitations de minutes imposées sur les stars parce que sinon c'est pas logique autrement. Et il faut lui mettre à sa décharge qu'il y a quand même, Memphis commence la saison avec 6 matchs en 9 soirs, ce qui est énorme, avec 2 back-to-back, 2 back-to-back consécutifs. Ouais. Donc effectivement, quand tu as déjà des joueurs blessés qui ont raté la pré-saison, tu veux essayer d'économiser un maximum pour ne pas avoir des blessures. Sauf que ça tourne pas à son avantage et le problème c'est qu'il y a des matchs qui semblaient être prenables si par exemple Jaren Jackson jouait un peu plus, qui n'ont pas été pris par Memphis et ce sont des matchs qui pourraient coûter cher pour la fin de la saison. Ouais, c'est ça qui est fou dans cette conférence Ouest, c'est que la moindre défaite même maintenant pourrait avoir des conséquences dramatiques en fin de saison et faire la différence entre t'es au play-in ou t'es directement à la loterie, ou t'es à la loterie carrément quoi. Effectivement. Pour continuer sur l'effectif, j'aimerais que tu me parles un peu plus toi de DJ Jackson et de Vince Williams Jr. Que moi j'ai pas énormément suivi Memphis. Je suis obligé de faire, moi je suis pas centré sur Memphis en permanence. Donc, je suis obligé de faire des choix. Et l'an dernier, c'était pas un de mes premiers choix, Memphis. Là, tu m'étonnes. Très clairement. Et donc, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu en quoi J.J. Jackson et Vince Williams Jr. peuvent changer la donne côté Memphis une fois qu'ils feront leur retour sur le terrain. Luke Kennard aussi, mais qui lui, peut-être, c'est plus un spécialiste qui, pareil, alors lui, c'est pareil. Défensivement, c'est toujours un problème. En playoffs, c'est moins évident qu'il ait du poids. Alors que J.J. Jackson, par exemple, sa défense, Vince Williams Jr., qui est un espèce de joueur à tout faire, eux ont des rôles de soldats qui vont être absolument décisifs pour Memphis, quoi. S'ils veulent avoir des ambitions, je veux dire. Tu vois, si on reprend les 3 joueurs, par exemple, quelqu'un comme Luke Kennard, c'est quelqu'un qui va être très intéressant, notamment pour Jaren Jackson Jr., voire même Zach Edey, pour jouer one pass away, notamment quand ils vont jouer du post-up. Quand ils vont jouer sur du jeu arrêté, tu sais que parce que historiquement, c'est un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue, Luke Kennard. C'est quelqu'un qui shoot historiquement à 44-45% à 3 points. Un sniper. Voilà. C'est un sniper d'élite. Donc effectivement, quand lui, il est sur le même côté du terrain que le joueur qui joue un post-up, il n'y a pas de double team. Les équipes ne doublent pas sur Luke Kennard parce qu'elles ont trop peur de la conversion du 3 points. Donc c'est quelqu'un qui peut amener du spacing et qui peut aussi prendre des minutes, notamment au ball handling, sur du playmaking, quoi. Donc déjà ça. On a vu aussi que lorsqu'il avait pu jouer avec aux côtés de Desmond Bane et de Ja Morant, que l'attaque de Memphis était je dirais pas inarrêtable, mais que l'attaque était très bonne. Donc c'est quelqu'un qui pourrait aider là-dedans. Par rapport, pour revenir sur les 2 autres joueurs que tu as mentionné, par exemple, quelqu'un comme Vince Williams Jr., c'est quelqu'un qui est un défenseur très polyvalent, très fort sur le playmaking défensif, qui est capable aussi de prendre le point d'attaque, qui est capable aussi de
de porter la balle un petit peu, qui a un passing et qui est un bon shooter à 3 points. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas un joueur de compromis. Et c'est ce que Memphis va rechercher, des joueurs qui ne sont pas des joueurs de compromis, qui peuvent évoluer dans différents contextes autour de leurs 3 meilleurs joueurs. Puisque par exemple, quelqu'un comme Vince Williams Jr., Vince Williams, c'est quelqu'un qu'on a vu l'an dernier qui a défendu plutôt bien, hein, contre par exemple un gars comme Luka Doncic. C'est quelqu'un qui a un large spectre des joueurs sur lesquels il peut défendre, et c'est quelqu'un qui tire bien de loin, et notamment above the break. Alors les 3 points qui sont above the break, ça va être tous les 3 points qui ne sont pas dans les coins, qui ne sont pas, voilà, c'est toute la zone à 45 et face au cercle. Bah ça va être tous les 3 points que la défense concède. Que ce sont pas des 3 points que la défense peut contrôler. Donc ce sont des 3 points sur lesquels les équipes peuvent avoir et peuvent générer du volume. Ce sont des opportunités qui sont présentes exactement dans le cours d'une rencontre. C'est des opportunités que, en termes que tu vas avoir de façon assez abondante, on va dire, plus abondante que sur les corners par exemple. Exactement. Et par rapport à JJ Jackson, justement, lui, ce qu'il va amener, c'est quelqu'un qui est grand quelqu'un qui est grand, hein. Memphis, c'est une équipe qui malheureusement est petite et qui a un déficit athlétique. On l'a vu contre Houston au début de troisième quart-temps. En dehors de Ja Morant et peut-être un peu de Brandon Clark, pour moi, il y a aucun joueur qui est au-dessus de la moyenne athlétiquement. Ouais. Quand on voit les athlètes NBA, il y a aucun joueur qui est au-dessus de la moyenne athlétiquement en dehors de Ja Morant et peut-être de Brandon Clark. Donc voilà, Gigi Johnson, c'est quelqu'un qui va ramener justement cette notion d'autocréation de joueurs non assistés. C'est quelqu'un qui tire aussi, qui est capable de tirer de très loin, qui est très grand, donc qui justement qui offre des compromis à la défense. Et c'est quelqu'un qui est capable d'évoluer à côté de Jaren Jackson Jr., qui peut évoluer à côté de Desmond Bane, qui peut aussi jouer avec Ja Morant, notamment avoir un rôle le rôle qu'avait pu avoir Zaire Williams, notamment sur tout ce qui est jeu de transition et jeu au-dessus du cercle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va ramener tout ça dans l'effectif et qui va proposer des alternatives, parce qu'aujourd'hui, quand par exemple des joueurs comme Santi Aldama ne fonctionnent pas, puisque Santi Aldama, il a de bons matchs, mais il a des matchs où il est pas dedans. Brandon Clark, il a des bons matchs, il a des matchs où il est pas dedans. Ben aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, tout simplement parce qu'il y a pas de matière sur le banc, car de bons joueurs de rotation sont absents. Oui, complètement, ouais. Et malheureusement, comme je disais tout à l'heure, Jackson n'est pas censé revenir avant le mois de janvier, mi-janvier, dans le meilleur des cas. Et il va manquer pendant tout ce temps-là. Et c'est une équipe qui a besoin en plus d'avoir du temps, le temps de jouer ensemble, de se manger des minutes tous ensemble pour arriver avec tous les automatismes qui doivent frôler l'instinct à l'aube des playoffs, parce que forcément après ça sera les choses sérieuses commencent, quoi. Une fois que tu arrives en playoff. Dernier mot, j'aimerais avoir ton sentiment, et ça nous permettra d'aborder le secteur de jeu dont on parlait tout à l'heure, à savoir les rebonds. À quel point l'absence de Steven Adams va être un problème pour cette équipe de Memphis. J'ai l'impression que son départ laisse quand même un trou dans cette raquette de Memphis, où ce que je veux dire par là, c'est que Steven Adams, c'est pas forcément le premier joueur auquel tu penses en te disant ah, c'est bon. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent que Steven Adams n'est pas à ce point stratégique, n'est pas à ce point déterminant dans une rotation, que c'est quelqu'un que tu peux remplacer sans trop de difficultés par rapport à sa production statistique, quoi. Or, je suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que Steven Adams, sa faculté à prendre des rebonds, et notamment des rebonds offensifs, notamment dans ce projet Memphis, était excessivement importante, et j'ai l'impression que ça va être assez compliqué pour cette équipe de trouver comment pallier ça, surtout que Jaren Jackson Jr. est historiquement un joueur très mauvais au rebond. Enfin, il a très peu de prises de rebond, et à moins qu'il se transfigure son jeu du jour au lendemain. Je me demande un petit peu comment ils vont corriger ça. Face au Nets, c'était catastrophique, et depuis le début de la saison, de toute façon, c'est un problème.
Bah, c'est vrai que voilà, Steven Adams, c'est vraiment le pivot soutien de métier, le role player parfait dans l'écosystème qu'avait Memphis, puisque effectivement, Memphis, quand il y avait Steven Adams, jouait essentiellement sur du jeu de possession, c'est-à-dire que Memphis avait une stratégie de pilonnage et de volume, Mm. et la raison pour laquelle l'attaque de Memphis arrivait à exister, en tout cas en saison régulière, c'est parce que sur les deuxièmes tirs, Steven Adams, voilà, était l'un des meilleurs rebondeurs offensifs de l'équipe et il arrivait à jouer le rebond offensif quasiment tout seul, quoi. Donc, avec le gros playmaking défensif, tout ce qui était contre et interception, ben lui, il arrivait en plus sur le jeu de possession où quand le ballon ne rentrait pas, notamment sur les tirs de Jamorant, parce que Jamorant aussi, il est très fort pour ça. C'est-à-dire que c'est un joueur qui euh, tire, c'est un joueur qui arrive facilement à dépasser son vis-à-vis Mm. et qui justement fait que l'aide arrive sur lui. Et à partir du moment où l'aide arrive sur lui, même s'il manque le tir, bah, ce qui se passait avec Steven Adams, c'est que le défenseur, entre guillemets, qui était censé protéger le panier sortait sur Moron, ce qui laissait aussi pas mal de temps et de timing, un bon timing à Steven Adams pour récupérer le rebond, ou du moins pour faire la place pour que notre joueur récupère le rebond et avoir une possession supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qui n'a plus, et c'est quelque chose que Zakidi aujourd'hui a été missionné. Mhm. Enfin, il est missionné pour pouvoir remplacer ça, sauf qu'aujourd'hui, il a du mal sur tout ce qui est rebond défensif. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'apport sur le rebond offensif que sur le rebond défensif, et ça pose encore de gros problèmes. Et autre chose par rapport à ça, c'est que le rebond défensif, c'est quelque chose qui se joue en équipe, et malheureusement, Mm. Memphis a très peu de bons rebondeurs à chaque fois pour leur poste. Quand on regarde les joueurs qui jouent, Jamorant, c'est un rebondeur correct pour son poste. Euh, Bain, il est en dessous de la moyenne pour son poste. Marcus Smart, pour un meneur de jeu, oui. Sauf que pour un ailier, non. Jaren Jackson, il est en dessous. Et il resterait que Zakidi. Et après, sinon, faut aller sur le banc. Santi Aldama, c'est pas un gros rebondeur, même si ça peut lui arriver de prendre quelques prises. Hein. Brandon Clark aussi. Donc, en fait, Memphis avait à l'époque une beaucoup d'overlap, c'est-à-dire que beaucoup de duplication du même skill set qui Mm. permettait d'avoir justement cette force au rebond, qu'importe les line-up présentés sur le terrain. Sauf que maintenant, ces skill sets là sont présents sur des joueurs spécifiques qui ne jouent pas forcément tout le temps. Et ça pose des problèmes et c'est ce qui crée des trous, notamment par exemple dans tous les troisièmes quarts-temps. Complètement. Et ça, j'ai extrêmement hâte de voir comment Memphis, parce que là, c'est un problème absolument immanquable. Je veux dire, ils doivent se gratter la tête tous les jours pour se dire comment on fait pour corriger le tir, quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir quel genre de solution ils vont réussir à trouver, parce qu'ils vont être obligés d'en trouver. Et quand tu vois effectivement les meilleures prises de rebond actuellement dans cette équipe, en termes de moyenne, hein, après faut faire un ratio par rapport à minutes, mais vu qu'ils jouent tous des minutes assez conséquentes, voilà, c'est Aldama le meilleur rebondeur de cette équipe, et derrière c'est Laravia, ensuite c'est Desmond Bain, John Conchar, et t'as enfin Jaren Jackson Jr. qui arrive derrière. Enfin bon, c'est hallucinant. Le tout dernier mot, si tu veux bien, Tom, quel est le scénario le plus probable ou raisonnable pour cette saison des Grizzlies pour toi? C'est quoi l'attente raisonnable selon toi? Pour moi, l'attente raisonnable, ce serait de se qualifier en playoff. De se qualifier en playoff, je pense que ce sera en passant par le play-in, mais au minimum, ce serait, pour moi, en tout cas, des attentes qui, si on oublie ce qui s'est passé depuis le début de saison, et si on partait, par exemple, le début de saison n'avait pas eu lieu, il n'y avait pas eu les blessés, tout ça. Pour moi, l'objectif minimal, ça aurait été de se qualifier pour les playoffs sans passer par le play-in et de passer un tour. D'accord. En tout cas, dans l'état où le projet est, c'est ce que Memphis doit jouer. Après, il faut que le front office mette en place et mette les moyens
pour que Memphis puisse être là, puisque là ce serait retourner en playoff, ce serait déjà bien, mais ce serait pas suffisant par rapport aux ambitions de l'équipe et par rapport aux ambitions que prône le front office. Ouais. Pour moi, ce serait insuffisant. Et en fait, moi, ce qui est dérangeant, c'est que, tu vois, pendant l'intersaison, Memphis avait deux choix. Visiblement, Memphis pouvait prendre quelqu'un à la draft, utiliser sa mid-level pour signer un agent libre et re-signer Luke Kennard. Mais ça voudrait dire aussi aller dans la taxe. Ouais. Avoir de la certitude, prendre des joueurs qui sont capables de jouer, mais aller dans la taxe. Memphis a décidé de tenter de régler le problème qu'il y avait au poste de pivot à la draft, de ne pas utiliser sa mid-level et de re-signer Luke Kennard. Ben voilà, ça va faire la différence. Ça va faire la différence avec les autres équipes qui se sont renforcées. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, après, je peux pas en vouloir au front office des Grizzlies de vouloir de vouloir déjà prendre la température de ce qu'ils ont entre les mains, ce qui est quand même assez compliqué depuis 2 saisons de savoir un petit peu sur quel pied ils dansent, quoi. Et sur qui ils peuvent compter, surtout. Parce qu'entre les blessures, les suspensions et ainsi de suite, et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les contrats rookies qui sont terminés, les gens qu'il fallait re-signer ou pas, qu'il fallait laisser partir ou pas, tous ces choix qui sont stratégiques et qui, des fois, se retournent contre toi, te font passer pour soit un pur génie, soit pour le dernier des imbéciles. Et ça, Memphis, effectivement, après la période un peu lune de miel de cette équipe de jeunes, ils sont trop sympas, c'est trop rigolo. Et tout d'un coup, on est sur une espèce de rationalité financière qui se place là. Oui. Aujourd'hui, étant donné qu'on est sur la première année concrète de la nouvelle convention collective, je pense qu'il y a un recalibrage que je ne peux pas reprocher au front office de Memphis. Un recalibrage dans les priorités et l'analyse nécessaire des forces en présence, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, où on va? Ça reste encore une équipe de jeunes, hein. Quand complètement. Ja Morant a 25 ans, Ben a 26, Jaren Jackson a 25. Je parle pas de l'âge. Moi, je parle de la maturité contractuelle de Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire le moment où toutes les équipes atteignent ce point-là, et c'est peut-être le point le plus compliqué. Toutes les équipes doivent faire face à ça au bout d'un moment. Mais au moment où tu dois filer de l'argent, t'engager sur des saisons et sur des sommes qui te lient au moins sur 3-4 saisons, voire 5, à un projet, quoi. Et c'est là d'ailleurs où c'est ce dont je parlais la semaine dernière avec les Rockets et Jalen Green. Cette espèce de contrat de 3 ans là, je trouve que c'est un pur produit pour moi de cette nouvelle convention collective, et c'est un truc, c'est rarissime de voir un truc comme ça. Oui, ça n'arrive pas. Et voilà, et je trouve ça extrêmement pertinent de leur part. Jalen Green aussi d'avoir accepté ça. Enfin, mais c'est rare. Et là, Memphis, voilà, ils sont obligés aujourd'hui, je pense, de faire un peu les comptes, quoi, de savoir où ils vont en fait, et où ils vont, où ils vont mettre leur argent. Après, peut-être que l'effectif actuel, ou du moins la façon dont il y a encore une fois, c'est peut-être la notion d'incertitude, c'est-à-dire que ils ne savent pas aujourd'hui où en est l'équipe pour pouvoir injecter des choses pour lesquelles il faudrait changer un peu la structure de l'équipe. C'est-à-dire, là, on parle vraiment de sacrifier entre guillemets un joueur comme par exemple Marcus Smart, Brandon Clark ou Luke Kennard, qui sont des joueurs importants pour ce que Memphis a construit, ou pour ce que Memphis veut faire. Complètement. On verra ça. Merci Tom d'avoir été présent. Merci à toi. Pour répondre à nos questions, et puis tu reviendras, on fera un autre passage, j'espère, avec toi. Avec plaisir. Toujours avec plaisir. Voilà. Et je rappelle une dernière fois, cellule grise. Cellule grise et Dunk Hebdo. Matière grise, c'est moi qui en a plus là. C'est moi qui en manque tout d'un coup. Cellule grise, chacha. On l'a déjà dit tout à l'heure. Merci Tom, et à très bientôt. Merci à toi. À bientôt.
Et ne quittez pas avec Charlie. Nous allons vous parler désormais des rookies qui nous ont tapé dans l'œil. À tout de suite. Nous voilà de retour pour la dernière partie du podcast NBA Corner. Cette fois, on va parler donc des rookies. Charlie, je t'ai demandé de trouver 2 rookies. Moi, j'ai pris 2 rookies également. Si tu veux bien, on va commencer par mon rookie à moi. Allez. T'es d'accord ? Pas de problème. Moi, j'ai envie de te parler de Ryan Dunn, des Phoenix Suns. Un joueur absolument... Je pense que c'est le meilleur rookie pour l'instant. En tout cas, c'est le plus remarquable de cette saison, de ce début de saison pour moi. Alors, on vient à peine de commencer, hein, on vient de faire un pas devant nous, mais c'est assez marrant cette histoire parce que il a été sélectionné par les Nuggets de Denver en 28e position de la draft, qui l'ont échangé ensuite pour le 22e choix. Les Nuggets ont récupéré Darren Holmes, qui s'est blessé pour la saison après une rupture du tendon d'Achille. Dommage, dommage les gars. Et donc Ryan Dunn est parti à Phoenix. C'est un joueur qui était réputé pour sa défense et qui est probablement tombé aussi bas. Pourquoi ? Parce qu'il avait la réputation d'un non-shooter. À l'université de Virginia, il tournait à 24% de réussite à longue distance. 6 paniers primés sur 25 tentatives. Autant dire que c'était inexistant dans son jeu, très, très, très clairement. Les Suns ont pas de problème en termes de shooting, hein, avec Bill, KD et Booker. Donc, ils ont sélectionné ce joueur avec l'espoir que ses capacités de stopper défensif élite, capable de défendre quasiment sur toutes les positions, parce qu'il est long, se traduisent sur les terrains NBA. Et là, j'ai envie de te dire que Phoenix a le beurre et l'argent du beurre, puisque depuis le début de la saison, Ryan Dunn s'impose comme un peu le style de la draft, le vol à main armée des Suns. Le profil parfait dont ils avaient besoin, quoi. Exactement le joueur qu'ils auraient créé s'ils avaient pu créer un joueur dans un laboratoire. Il défend comme un vétéran sur les plus grandes stars de la ligue. Il a défendu sur LeBron James, Luka Doncic, James Harden et de façon excessivement efficace. En plus, il est d'une réussite insolente à 3 points. Il est à 44% pour l'instant. Son net rating est à plus 11. C'est-à-dire que son ratio attaque-défense sur le terrain, son impact est ultra positif pour le moment. Micro-échantillon, je le rappelle, mais quand même, il fait exactement ce qui est attendu de lui et il le fait presque à la perfection, j'ai envie de dire. Son rôle dans le bon début de saison des Suns est central à mon sens. C'est pas commun pour un joueur de 22 ans à réussir à faire ça. Enfin, il aura 22 ans en janvier prochain, le 7 janvier prochain. Je tiens à souligner également que quand il était en NCAA, c'était un très bon finisseur près du cercle. Donc, il a aussi ça dans sa musette. Pour l'instant, il l'utilise pas. Les Suns sont 10e en efficacité défensive. C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais Ryan Dunn est définitivement le rookie qui m'a le plus impressionné dans ce début de saison. Je te comprends très bien. C'est le style de cette draft pour le moment. Alors, on savait dès le début effectivement qu'il avait un profil qui le rendrait utile pour cette équipe, principalement pour ses qualités défensives qui ont toujours été mises en avant. Par contre, effectivement, on n'avait pas prévu qu'il shoot à 44% à 3 points. Alors, tu l'as dit, l'échantillon est très faible. On va pas tirer de conclusion hâtive, hein. Rien ne dit qu'il sera capable de maintenir cette efficacité, mais c'est vrai que quand on l'avait présenté on avait présenté son shoot comme étant son gros point faible, et non, il y a aucun problème. En plus c'est assez marrant de voir, je sais pas si t'as lu un peu ou entendu ses déclarations, mais il a expliqué qu'il travaillait pas mal avec Devin Booker sur son shoot. Il a mentionné que la mécanique de tir de Booker était remarquable à ses yeux, qu'il essayait de s'en inspirer. Je savais pas que c'était aussi facile d'améliorer son shoot, mais écoute, visiblement. Mais en fait, ça ne l'est pas. Je pense que c'est un joueur qui doit travailler comme un évidemment. Ouais, non, mais évidemment. Et qui a dû travailler depuis sa draft. Je pense que les Suns ont très bien compris que c'est le secteur de jeu sur lequel il fallait bosser. Et c'est le témoin de la capacité de ce joueur à travailler efficacement, j'ai envie de te dire, à comprendre ce qu'il lui demandait. Sa mécanique de tir, elle est limpide quand tu regardes son tir. Ouais. C'est pas du tout un joueur que tu regardes en disant waouh, putain la vache, il y a du boulot quoi. Non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Il a commencé cette saison, il est totalement et même si demain il tournait à 20%, le geste est très bon. Ouais.
Ouais, non, mais je suis d'accord, je suis bien d'accord. Et puis ouais, en termes de mentalité, moi, c'est j'aime ce qu'on voit de lui, outre ses déclarations où vraiment il est, enfin, il parle énormément de ses coéquipiers, de tout ce qu'il leur apporte, etc. On voit qu'il a absolument pas froid aux yeux. Preuve en est son niveau quand il est titularisé pour remplacer Bill dans le 5 notamment. Donc ouais, il fait plaisir à voir et c'est très important pour cette équipe de Phoenix qui a besoin d'avoir de la profondeur et surtout d'avoir des profils capables de défendre et de sanctionner à 3 points. On l'a encore vu cette nuit contre les Clippers. Oui, l'artisan principal de cette victoire, ça reste Booker, mais l'impact de Dunn et de Royce O'Neal, notamment pour sanctionner au large et pour défendre, a été absolument primordial. Donc ouais, super rookie, super style, excellent choix. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que si tu l'avais pas choisi, je l'aurais choisi également parce que c'est pareil, un joueur qui m'a tapé dans l'œil. Ouais. Dans le match face aux Lakers récemment, là, il y a un moment, les Lakers essaient de le faire prendre dans des écrans pour que James se débarrasse de lui. Et tu vois qu'il combat bec et ongle pour récupérer l'assignement et rester sur LeBron James, rien lâché du tout. Euh, c'est impressionnant. Ouais, non, je suis d'accord. Hein, vraiment, en termes de mentalité et tout, enfin, on sent qu'il est. Et puis, en fait, on sent qu'il sait ce qu'il doit faire et qu'il il le fait très bien. Tu vois, il y a aucune surprise. Il est préparé pour son rôle et il le fait extrêmement bien. Ouais, complètement. Ouais. Toi, ton choix, Charlie, c'est quoi, s'il te plaît? Alors, j'ai pas été original. J'ai choisi le first pick, Zachary Rizaché. On en a parlé rapidement en off, toi et moi cette semaine. Sa maturité saute aux yeux. On voit qu'il comprend déjà très bien le jeu NBA, notamment en défense. Il se trompe assez peu dans ses lectures. Son placement est bon. Alors, son début de carrière NBA, il est pas extraordinaire sur le plan statistique. Hein. Je crois qu'il tourne à quelque chose comme 9 points, 3 rebonds ou un truc comme ça. Mais moi, je suis assez content et assez confiant vu ce qu'il monte sur le parquet. Je trouve que vraiment défensivement, non seulement il a les bons instincts, mais il a l'air de bien bosser ses match-ups, il n'est pas surpris par ce qui se passe sur le parquet, il connaît ses adversaires, les systèmes utilisés, etc. Il a pas l'air d'être inhibé par la pression du first pick. Son premier match en tant que titulaire, il le conclut à 13 points, 6 sur 12 au shoot, 6 rebonds, 2 passes, face à OKC, s'il vous plaît, ce qui est quand même pas vilain. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant parce que on retrouve vraiment le joueur qu'on nous a décrit avant sa draft. Alors évidemment, on avait eu l'occasion de le voir ponctuellement à l'œuvre. Moi personnellement, je suis pas assez le championnat de France pour avoir une idée précise de ce qu'il pouvait apporter. Et je pense notamment au psy trash talk Giovanni Mariette qui croyait énormément en lui. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui Rizacher sur le parquet, je retrouve tout à fait le joueur qu'il décrivait et en qui il croyait beaucoup. Moi, je dois avouer que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit autant NBA ready, donc forcément j'ai été surpris de ce point de vue-là. Il a évidemment encore plein d'axes de progression, c'est un très jeune joueur, il a que 19 ans il me semble. Notamment, on peut penser à des améliorations quand il a la balle en main ou sur son shoot extérieur. Il a montré en pré-saison qu'il pouvait être bien plus précis et efficace que ce qu'il ne l'est depuis le début de la régulière. Physiquement aussi, il faut qu'il prenne un peu plus de volume pour mieux encaisser les chocs et le rythme de la NBA. Il est pas du tout à la ramasse, hein, au contraire. On l'a dit juste avant, il est en réalité déjà très NBA ready, mais il a eu cette petite phrase, cette déclaration qui a bien fait rire les Américains, où il explique qu'en France, il était au-dessus du lot sur le plan athlétique, alors que en NBA, il est juste un regular dude, ce qui me semble un peu rapide, parce que quand on le voit sur un parquet, il a quand même pas l'air d'être en souffrance. Mais en même temps, c'est normal, ça fait évidemment partie du chemin naturel pour un rookie européen en NBA, cette prise de volume, cette prise de masse pour encaisser les chocs. Mais au-delà de ça, moi je crois vraiment en lui, en sa capacité à s'inscrire dans la durée en NBA. Il a un profil que je trouve vraiment très intéressant pour cette ligue et il a l'air d'avoir absolument tout ce qu'il faut en termes de maturité et de compréhension du jeu pour compenser d'éventuelles petites faiblesses techniques. Donc j'ai vraiment très très hâte de voir le joueur qui peut devenir à terme. Ouais. Et c'est assez étonnant parce que actuellement le discours NBA c'est vraiment de s'en prendre au haut de la draft et notamment Harry Zaché et Alexandre Sarr de dire que c'est pas les ils ont pas les performances qu'on attend de joueurs pris aussi haut dans la draft. Alors j'ai envie de dire c'est quand même pas la première fois. J'ai envie de dire on a vu pire. On a vu pire largement. Et puis on savait que c'était une draft qui n'était pas d'un niveau extraordinaire non plus, tu vois. Oui, et puis comme tu le dis, enfin, je vois pas comment on peut regarder Zachary Rizaché et dire que ce joueur-là est décevant de quelque manière que ce soit. Alors, il est pas droit, ce qui, je pense,
En termes d'adresse, il y a tout à fait la marge de progression. Enfin voilà, faut être patient. Il vient à peine de commencer. Manifestement, comme tu l'as dit très bien, il est un peu dérangé par le côté physique de la NBA et il faut qu'il s'adapte. Mais quand tu vois sa lecture du jeu, quand tu vois son intelligence de placement en défense, en attaque, les prises d'initiative qu'il a sur le terrain, la confiance qu'a Trae Young en lui déjà maintenant dans le jeu, je veux dire, pour moi, il n'y a aucun problème sur le fait que Riz Haché sera pas peut-être la superstar qu'on a l'habitude de voir en première position de la draft. Et encore, il y a plein de premiers choix de draft qui se sont totalement écroulés. Je tiens à le rappeler quand même. Ça a jamais été un truc 100%. Voilà, c'est jamais 100% une star qui est pris au premier choix de la draft, loin de là. Et voilà, et là, il y a eu 2 matchs entre Atlanta et Washington, et c'est pareil pour Alexandre Sarr. Alors, Alexandre Sarr, offensivement, on voit que c'est vraiment la galère. Il a vraiment du mal à se mettre en rythme, à trouver son geste, à trouver son tir. Par contre, défensivement, tu sens très bien que ce type, ça va être un problème colossal. Au pire du pire, Alexandre Sarr, ça sera un défenseur élite. Avec ses déplacements tant sur le périmètre extérieur qu'à l'intérieur, tu vois bien que ça va être un gros problème. Le jour où il va comprendre exactement ce qu'il doit faire, comment il doit le faire et comment ses capacités physiques peuvent vraiment impacter une rencontre, ça va faire mal, quoi. Ouais, et ça m'énerve un peu ce discours un peu déceptif sur ces 2 joueurs-là. Et Riz Haché, moi, je suis tout à fait emballé par son jeu pour l'instant. Alors, voilà, c'est pas idéal. On aimerait le voir rentrer plus de tirs. Il fait des erreurs. Mais, comment dire, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sens, quand tu le vois, que ce n'est qu'une question de comment dire, de familiarité avec le jeu et à qui il a affaire en face de lui. C'est juste ça pour moi. Ouais, je suis bien d'accord, et c'est aussi pour ça que je te parlais de maturité, de compréhension, c'est que vraiment, il a déjà dans son jeu des choses qui, si tu ne les as pas au moment où tu arrives en NBA, ça peut prendre très 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 longtemps de les acquérir, voire ça peut ne jamais arriver. En fait, les progrès qu'il doit faire, c'est des progrès ballon en main, c'est le shoot, c'est des éléments qui sont beaucoup plus faciles à acquérir que la compréhension du jeu. C'est un truc qui est hyper important. Et oui, les gens sont un peu déçus aussi parce que les 2 précédents numéro 1 de draft, c'est des joueurs qui ont beaucoup contribué statistiquement, que ce soit Wembanyama en 2023 ou Banchero en 2022. Je pense que c'est aussi ces éléments-là qui jouent, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas du tout inquiet pour l'avenir de la carrière NBA de Riz Haché. Oui, complètement, ouais. Et quand t'entends les commentateurs d'Atlanta, notamment Dominic Wilkins, tu sens qu'il sait que ce que fait Riz Haché sur le terrain, il y a quelque chose d'hyper intelligent, qu'il y a une vraie intelligence de jeu qu'il perçoit lui-même en le regardant jouer. Ouais, tout à fait. Et ça me rassure, tu vois. Alors qu'il y a plein de jeunes joueurs, souvent tu as des commentateurs ou d'anciens joueurs professionnels, quand ils sont les co-commentateurs des matchs, des rencontres, tu vois que certains tu vois que certains ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas ou qu'est-ce qu'ils font de mal. Tu vois ce que je veux dire? T'as des joueurs, tu sens qu'ils sont perdus. Je sais pas pourquoi, je pense à James Wiseman, par exemple, quand il jouait aux Warriors. Ah oui. Malgré ses capacités athlétiques hors du commun. Malgré son nom. Malgré, tu voyais qu'il ne savait, qu'il comprenait pas d'ailleurs, il comprend toujours pas. Ouais, c'est ça. Bagley, c'était un peu la même chose. Le mec a été pris super haut, arrivé avec un tout le monde était là, Marvin Bagley, ça va être un joueur incroyable et tout, Duke, il était impressionnant, c'est sûr qu'il va tout péter en NBA. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, il est à Washington. Le mec, c'est devenu un journeyman. Et je pense que dans pas longtemps, il peut être hors de la ligue totalement, quoi. Alors, Ouais, je suis d'accord. il savait pas faire il sait pas faire des trucs, je sais pas, il y a des trucs qu'il comprend pas, quoi. Il comprend pas comment peser sur le jeu, comment peser dans une rencontre. Ouais, il a pas les bonnes réactions, en fait, quoi. C'est ça. Et pour l'instant, Riz Haché et Sarr, j'ai envie de croire que c'est possible, quoi. Mais je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, c'est un truc que Wembanyama avait mis en avant. Je crois que c'était pendant la pré-saison où il s'était exprimé sur Riz Haché. Il avait parlé de la maturité dans son jeu et en expliquant que c'était ça qui allait lui permettre de répondre aux exigences de la NBA. Et je suis absolument persuadé qu'il a raison. Tout à fait.
Et cette équipe des Wizards, d'ailleurs, très bizarrement, je prends beaucoup de plaisir à la suivre. Enfin, que ce soit les Wizards et les Hawks. Franchement, je pensais que ça allait être de la tannée de suivre Isaché et Alexandre Sarr cette année. Et en tout cas, les deux rencontres qu'ils ont jouées l'un en face de l'autre, ça m'a énormément plu, notamment par rapport à Koulibaly, qui a été absolument génialissime. Bien qu'il y ait des choses qui m'ont énervé, tu vois, le comportement de Kuzma à un moment dans la rencontre, la première rencontre à Atlanta, ça m'a un peu énervé, où je l'ai trouvé très condescendant vis-à-vis de Koulibaly sur le terrain, tapant des mains du style vas-y fais-moi la passe. Qu'est-ce que tu fais? Enfin bref. Mais voilà. Je te parle de mon deuxième choix, moi. Allez. Mon deuxième choix, c'est Yves Missy. Pas facile de regarder les Pelicans en ce début de saison, clairement. Oh ouais. C'est une franchise qui est décidément moribonde, malgré le fait qu'elle dispose de genre de talent, quand il joue, pour certains. Cependant, mon œil a été automatiquement attiré comme un aimant par Yves Missy, joueur camerounais de 20 ans. Alors, son énergie sur le terrain, Charlie, rarement vu ça. Très clairement, j'ai rarement vu ce truc-là, quoi. T'as l'impression qu'il n'y a pas un seul tir qui est pris près de lui, qui va pas tenter de contrer et qui va pas contrer, quoi. Sa détente, elle est impressionnante. Son engagement sur le terrain est absolument fou. Il a des très bonnes lectures de jeu, je trouve. Lui, c'est pareil, il est arrivé avec un scouting report qui disait ouais, il sait pas faire. Il sait pas faire les passes, il a pas une très bonne lecture. Moi, je trouve qu'il se débrouille pas mal du tout. C'est actuellement un des rookies les plus productifs de la NBA. Et son histoire, elle est juste incroyable. Genre, j'ai regardé, je me suis regardé sur lui. Yves, en fait, a suivi les pas de son frère, Steve Mondomissi, qui a quitté Yaoundé au Cameroun pour suivre des études aux États-Unis. Il a intégré la prestigieuse école préparatoire de Monteverde en Floride, qui est connue pour son équipe de basket. Il a ensuite intégré Harvard, où il a été le capitaine de la dernière équipe de basket de l'université, a participé au March Madness en 2015. Et aujourd'hui, il est analyste de données à Paris. Yves Missy, son petit frère, a suivi quelques années plus tard le même chemin. Il a voulu tenter sa chance. Il a intégré une école préparatoire dans le Maryland. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'il a commencé le basket à l'âge de 16 ans. Et en quelques années, il est passé d'1m98 à 2m10. Et en fait, quand tu écoutes les coachs de l'université de Baylor, où il a été à l'université, ils disent tous, ce gars-là, c'est une éponge. Sa progression est absolument hallucinante. Alors, je me souviens d'avoir vu un chiffre dingo. Dans une saison, il a commencé son adresse au lancer franc, il a été à 48%, un truc comme ça. Et il a fini la saison à plus de 76%, je crois. Attends, je vais retrouver les chiffres tout à l'heure. Mais pour te dire que dans 48%, il a fini à 74% à la fin de la saison. Et son coach était halluciné parce qu'il disait, c'est dingue de voir un joueur comme lui qui a commencé le basket organisé il y a 4 ans, même pas. Ouais, 4 ans, ouais. Et qui est capable aujourd'hui d'intégrer des schémas de jeu complexes, que ce soit en attaque et en défense, sans que ça lui pose trop de problèmes, en fait. On lui explique et puis très vite ça se passe, quoi. Et c'est Willie Green qui a des mots très encourageants à son encontre, qui dit que c'est un compétiteur acharné qui mérite ce qui lui arrive parce que c'est un bosseur et tu ne peux qu'être un énorme bosseur pour avoir cette marge de progression qu'il a eu et d'être en NBA aujourd'hui parmi les 400 et quelques meilleurs joueurs au monde. Je vais dire, c'est fabuleux. Ce joueur, je le trouve fabuleux. Voilà. Alors écoute, pour l'anecdote, dis-moi, tu connais Yves Missy, c'est ça? Non, pas du tout. Par contre, je te connais toi. Pour l'anecdote, quand j'ai vu le premier match de la saison des Pels et que j'ai vu ce mec, je me suis dit, ok, alors ça, c'est le nouveau pivot rim runner à la Derek Lively qui va faire kiffer Josh. Exactement. Ouais. Tu me connais bien. Donc ouais, bien sûr que c'est une des grosses satisfactions de ce début de saison côté Pels. Il a ce profil, donc ouais, d'intérieur rim runner. En attaque, défensivement, il est hyper intéressant dans la protection du cercle. Physiquement, je pense que c'est difficile de faire plus NBA ready. C'est plus techniquement qu'il doit encore progresser, dans le shoot et dans la passe notamment, mais ça, encore heureux. Mais il voit des trucs, tu vois qu'il comprend oui, ce qui se passe. Non, mais c'est ça, c'est qu'il comprend, il a pas la capacité technique de réaliser la passe, mais par contre, il la voit, ouais. Donc ouais, visiblement il a la bonne mentalité. T'as évoqué les commentaires de Willie Green à son sujet. Il a été hyper élogieux. Il a mis en avant son côté bosseur, sa capacité d'apprentissage, le fait qu'il comprenne parfaitement son rôle et les besoins de l'équipe.
Alors moi j'avoue que le doute que j'ai, c'est est-ce qu'il a vraiment le bon profil pour évoluer aux côtés de Zion? Parce que il faut être clair, il Oui. permet absolument aucun spacing, c'est absolument pas un intérieur shooter. Maintenant, bon bah Ah non, écoute, tout à fait. Ouais. c'est au coaching staff de trouver les clés pour leur permettre d'évoluer ensemble. Ce qui est clair, c'est que ses capacités à protéger le cercle et son activité, c'est des éléments dont les Pels ont besoin. Leur rotation intérieure, elle est quand même pas très profonde, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a quand même il y a des choses qui sont intéressantes. Voilà, son jeu d'écran est plutôt bon. En attaque, tu sens que c'est quand même un finisseur qui est pas vilain au cercle. Ce serait bien qu'il soit capable de développer un shoot un peu plus fiable. Mais voilà, tu l'as dit, il fait partie de ces joueurs qui sont arrivés au basket sur le tard, donc c'est très difficile de voir jusqu'où il peut progresser. Mais ce qui est clair, c'est que son profil est hyper intéressant et que ouais, il fait vachement plaisir à voir. Mais c'est fabuleux qu'il soit NBA en fait. Ouais, bah ouais. C'est c'est fabuleux qu'en si peu de temps, tu te rends compte, en si peu de temps qu'il soit déjà dans cette ligue. Enfin, c'est, je Ouais, sais c'est pas, dingue. Ouais, c'est dingue. moi ça me semble totalement fou, quoi. Ah, c'est le genre de parcours un peu ovni où ouais, tu te dis. C'est- Mais c'est c'est- aussi pour ça que c'est difficile de voir jusqu'où il peut progresser, ce mec-là, tu vois. Ouais, ouais, En fait, on peut pas dire qu'il sera jamais un shooter, par exemple, parce qu'on n'en sait rien. On peut pas dire qu'il ouais, sera jamais un complètement. passeur, parce qu'on n'en sait rien. En fait, on sait pas, on sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il est extrêmement perfectible, il est déjà une très bonne nouvelle pour cette équipe. Je le mets dans ma boîte à chouchou et je vais le suivre. Je Ouais, vais le suivre. ça Je m'étonne suis pas. sûr que dans 2, 3 saisons, on pourrait, c'est pas impossible, que on parle d'Yves Missy d'une autre manière et que on repense à ce qu'on a dit aujourd'hui. Bah écoute, on lui souhaite, hein. Ouais, carrément. Ton dernier rookie, Charlie. Écoute, mon dernier rookie, c'est Dalton Knecht. Ouais, ouais. J'étais très content de voir ce pick de draft de la part des Lakers. C'est un profil que je trouvais intéressant et honnêtement, pour le moment, je suis pas déçu. Euh, on sait très bien qu'un joueur comme LeBron a besoin de shooters autour de lui et Knecht, ça a toujours été sa qualité première. Il me semble que sur sa dernière saison à l'université, il est à 40% dans l'exercice. Certains, avant qu'il soit drafté, le présentaient comme un des shooters les plus fiables de sa classe de draft. En pré-saison, on a vu tout ce qu'il pouvait apporter. Il a fait notamment une perf face à Phoenix, je crois, où il met 8-3 points, où il porte les Lakers dans le final avec 20 points de suite. Enfin, certes, c'était que de la pré-saison, mais ça montre l'impact qu'il peut avoir en sortie de banc. Là, sur le début de saison, il n'a pas encore eu cette perf référence, mais globalement, il reste fiable. Il y a un match où il est complètement passé au travers, mais sinon, dans l'ensemble, ça reste très correct. Donc j'espère le voir prendre confiance et monter en puissance. Je pense qu'il peut vraiment devenir la principale menace à 3 points de cette équipe à terme. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au-delà de son apport au shoot, défensivement, il se cache pas. Sur l'homme, il est même plutôt efficace. Alors lui, pour le coup, il doit progresser dans ses lectures défensives, dans sa compréhension du jeu. On sent que parfois il se perd un peu, mais sa taille lui permet d'avoir une vraie polyvalence et c'est quelque chose que Redick a mentionné et sur lequel il a expliqué qu'il voulait s'appuyer. Donc ouais, moi de ce que j'avais lu de lui sur les scouting reports et sur les images que j'avais pu voir à l'université, je l'attendais moins impactant en défense. Moi, je m'attendais Ouais. vraiment à ce que ça soit un mec avec qui ce serait compliqué, qu'il faudrait cacher, etc. Donc je suis plutôt surpris, agréablement surpris. Attention, hein, j'en fais pas du tout un défenseur élite, on est très très loin de là, mais il limite bien la casse. Ouais, c'est Et pas, ouais. ouais, tu vois, c'est pas catastrophique du tout. C'est pas un boulet défensif comme on aurait pu le craindre. Voilà, Un joueur vraiment qui soit unidimensionnel, que tu peux pas sortir exactement. quand tu veux, enfin que voilà, que ce soit vraiment le spécialiste que tu sortes de ton banc de temps en temps vite faire pour faire un petit éclat offensif, mais derrière tu peux rien faire et en playoff ça devient vraiment quasiment impossible quoi. Exactement, c'est ça. Alors que Et lui, vraiment, là tu dis que c'est pas impossible. bah en tout cas, Justement. toi, c'est ça. Tu te dis que dès lors qu'il aura un peu mieux compris le jeu, qu'il aura plus pris confiance dans les systèmes, etc., dans les systèmes défensifs de l'équipe, sa défense sur l'homme pourrait lui permettre d'exister. Et donc ouais, sans crever l'écran, il s'intègre bien dans cette équipe et j'ai hâte de voir les progrès qu'il peut faire. Il peut aussi travailler, par exemple, sur la création. On sent que c'est pas un truc sur lequel il est très à l'aise. Mais s'il peut devenir un free and fiable, son avenir en NBA, en fait, il est déjà assuré parce qu'on sait comment ça fonctionne dans cette ligue. C'est des profils les plus importants. Donc c'est vraiment pour moi dans cette direction-là qu'il doit aller. Et je suis plutôt séduit par ce qu'on voit de lui jusqu'à présent. Ouais, complètement. Et je pense qu'on a pareil, tu vois, le concernant, je pense qu'on n'a pas fini de voir son évolution. Ouais, C'est un joueur qui, plus il gagnera en confort, quelle est sa place,
qu'est-ce qu'on lui demande de faire? D'ailleurs, c'est bien ça qui est assez impressionnant avec Ryan Dunn. Ryan Dunn, t'as l'impression que c'est un vétéran qui a joué 10 ans dans la ligue, quoi. Oui, alors que Ryan Dunn, va... il est plus jeune que Knecht, pour le coup. Ouais. Je crois qu'il a 2 ans de moins. Qu'est-ce que ça va donner dans 2-3 saisons? Enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Et surtout, est-ce que c'est possible de devenir autre chose qu'un role player, entre guillemets? Mais Dalton Knecht, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Effectivement, je pense que ça peut être un excellent joueur. Très clairement. Et j'espère. Ça dépendra de sa capacité, voilà, à rester sur le terrain, à ne pas être un minus défensif trop important. Et s'il arrive à rester à un niveau correct, à tenir son rang, voilà, on verra ce qu'il peut devenir, quoi. Est-ce que ça peut devenir un Mike Miller ou est-ce que c'est plutôt un Hauser comme à Boston? On verra. Et Hauser, on verra. Qui est un très bon joueur d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, au-delà de son développement, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est vraiment un profil dont cette équipe avait besoin. C'est un profil qui correspond tout à fait à ce dont LeBron a besoin. Ouais, tout à fait. Ouais, je comprends, ouais. Et il y a une vraie excitation autour de lui en plus. Ouais. Les fans des Lakers ont l'air de bien kiffer Dalton Knecht, donc et t'en fais partie. De toute façon, on reparlera des Lakers incessamment sous peu si tu veux bien. Avec plaisir. Donc tu nous parles justement de JJ Redick et de l'excellente saison d'Anthony Davis, comme tu le dis très bien, de ce qu'est en train de nous faire Austin Reeves depuis le début de la saison aussi, qui est assez fabuleux. Je sais pas si ça peut aller comme ça, que ça peut continuer très longtemps, mais waouh, je suis très impressionné par tout ça. Donc on verra ça. Tu ne seras pas là la semaine prochaine, n'est-ce pas, Charlie? Absolument, c'est les vacances. Voilà. C'est les vacances, donc bonnes vacances à toi, mon petit Charlie. Merci. Et puis, chers auditeurs, on se retrouve nous la semaine prochaine. Moi, je serai là, hein, je serai pas en vacances. Voilà, j'ai envie de faire pleurer dans les chaumières. Il y aura Théophile Homser qui sera là de Reverse Mag pour m'accompagner. Donc ça va être un numéro très très intéressant. Je sais pas encore de quoi on va parler, mais on va voir. J'ai déjà mes petites idées en tête. Charlie, on se retrouve toi dans 2 semaines. Avec plaisir. Voilà. Et puis je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.